Pour écrire Germinal, t'as voulu virer une mine. Dans les atolls du sol, t'as vu mes compagnons qui chouinent à sueur, en s'épautrant les chines sous les rocs raboteux, pour séquer du carbone. Et t'as montré tout chose là pour faire éclore la justice dans les âmes, l'amitié dans les cœurs. Pour que le sort du mineur, justement, s'améliore, et qu'à traitant de danger, il y a une plage pour le bonheur. Dans le train de Paris à Valenciennes, Émile Zola, journaliste et écrivain. L'avant-veille, une grève a éclaté dans le bassin d'Anzin. Aujourd'hui, écrire, c'est observer. Le roman n'est plus historico-romantique. Victor Hugo vit ses derniers jours. Notre-Dame de Paris a plus d'un demi-siècle. Les nouvelles cathédrales sont en briques, en verre ou en métal. Elles sont un hymne au progrès, à la productivité industrielle, à l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, c'est justement la compagnie d'Anzin. 2 200 000 tonnes de charbon extrait par an. 28 millions d'hectares de concessions. Celles de Rheims, Saint-Sauve, Odomé, Hanon, Anzin, Denain. Fosses au nom de saints ou de généraux. Chabot-Latour, Audifray-Pasquier, Turenne, Casimir-Perrier, Thiers, Saint-Marc, Sainte-Barbe, Saint-Louis. Et aussi l'Enclos, la Réussite, la Bleusborn, Renard. Une multitude de travailleurs, ceux du jour et ceux du fond, ceux de Fresnes, de Condé, de Vic, d'Écopont, de Bruay, de Sommin, ceux d'Abscon, d'Hélène, d'Aveluy, de Wallers, de Beuvrages, ceux des Caudins, d'Anzin et de Denain, et ceux de Valenciennes. La compagnie d'Anzin compte à elle seule, en 1884, 14 000 ouvriers. C'est la plus grande exploitation mondiale. Concentration des entreprises, stagnation économique, mauvaise résistance à la concurrence, méthode périmée, difficulté d'exploitation, prix peu élevé du charbon. C'est la récession sur le bassin du Nord. Les stocks s'accumulent, on chôme une journée par semaine. On gagne 3,72 francs par jour pour 10 à 12 heures de travail. À l'Escarpelle, la compagnie voisine, on gagne presque le double. Et cependant, le prix de revient reste inférieur à celui de la compagnie d'Anzin. En septembre 1864, on a fondé à Londres l'Internationale des travailleurs. Le 5 janvier 1883, Basely fonde la Chambre syndicale des ouvriers mineurs du bassin du Nord. En 1884, celle-ci compte 11 000 syndiqués, dont 7 000 parmi les ouvriers d'Anzin. Le pouvoir syndical inquiète. Le 23 février 1884, Zola arrive à Anzin pour se documenter sur son roman Germinal. C'est là une étape essentielle dans sa création littéraire. Quand il écrit un roman, Zola procède toujours un peu de la même façon. Il commence par une ébauche dans laquelle il construit grossièrement l'intrigue, puis il passe à l'élaboration de ses personnages, au plan détaillé et enfin à la rédaction du texte. Entre les deux parties de l'ébauche qui sont ici dessinées, il y a une rupture, un vide. Cette rupture, c'est celle du voyage à Anzin, c'est celle des notes sur Anzin. Les notes sur Anzin, eh bien, les voici dans un facsimilé
qui représente le manuscrit actuellement conservé à la Bibliothèque nationale, avec l'écriture large, nette de Zola et ses notes qu'il a prises le soir après chaque visite dans Anzin. Anzin, hors des fortifications de Valenciennes. Les grandes routes droites allant par le pays largement ondulées. À droite et à gauche, les maisons basses à un seul étage mêlées à des constructions bourgeoises. L'été, poussière noire. L'hiver, la moindre pluie, boue noire collante même sur les pavés. Entre les villes, peu à peu, les routes se sont bâties. Les faubourgs se sont rejoints, ce qui tend à ne faire qu'une seule ville industrielle. Dans mes notes sur Anzin, ça commence Anzin. Coron des 72, il décrit Anzin, la montée vers Anzin, de Valenciennes vers Anzin. Il décrit la rue de Condé. Il décrit le coron des 72 de façon très significative. Le coron des 72, c'est un coron que Zola a visité probablement le 25 février 1884. Et il avait été chercher, non loin d'ici, à ce qu'on appelait les grands bureaux, un papier qui lui donnait l'autorisation de descendre dans les mines. Il arrive du fond, en face de nous, et il parcourt cette allée. Et d'ailleurs, dans son texte, il y a un coron, aligné, les maisons alignées côte à côte. Voyez, il parle des jardins, de la rue qui sépare les jardins de la maison. Et il entre dans une maison. Et là, il y rencontre une personne d'un certain âge qui a le corsage, vous savez, la poitrine relâchée dans son corsage de laine, c'est exactement la Maheude. Une fille terriblement bossue. Le coron en une longue file, 2 rangs de maisons collés dos à dos, un petit trottoir de briques sur champ. De l'autre côté de la rue, des jardins sales plantés d'arbustes maigres sans aller tracés, très peu cultivés. Des puits communs, des lieux communs, quelques clôtures éventrées. Devant chaque maison, des tonneaux pour recevoir l'eau pluviale, qui est meilleure pour la lessive. 11 heures sonnaient à la petite église du coron des 240. Les larges voies, divisées en petits jardins adossés, restaient désertes. On faisait la soupe, les cheminées fumaient, une femme apparaissait de loin en loin le long des façades, ouvrait une porte, disparaissait. D'un bout à l'autre, sur le trottoir pavé, les tuyaux de descente s'égouttaient dans des tonneaux, bien qu'il ne plût pas, tant le ciel gris était chargé d'humidité. Et ce village, bâti d'un coup au milieu du vaste plateau, bordé de ces routes noires comme d'un liseré de deuil, n'avait d'autre gaieté que les bandes régulières de ces tuiles rouges, sans cesse lavées par les averses. Zola arrive ici, dans une région où il y a des grandes agglomérations de travailleurs. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait non seulement toutes les mines, et en plus il y avait les forges. Donc il s'est trouvé devant un problème ouvrier qui n'était pas du tout celui des Parisiens. Du point de vue ouvrier, Paris, ça s'est construit surtout après. Il est arrivé un peu comme ça, il avait des personnages que j'appellerais un peu transparent. Il est parti sur une idée de grande violence, il est parti sur l'idée de la lutte entre le capital et le travail, et finalement ce qu'il découvre en Anzin, alors qu'il y arrive au moment où il y a une grève, une des plus grandes grèves du 19e siècle, qui durera pendant très longtemps, ce qu'il découvre, ce sont des ouvriers relativement calmes, déterminés, sereins,
Et tout cela va l'influencer dans la perception qu'il aura de ses ouvriers. Et finalement, il va les dépeindre assez différemment de ceux qu'il avait pu dépeindre autrefois dans l'Assommoir. Il aura des ouvriers qui seront non pas dégradés physiquement, tournés vers l'alcool comme ceux de l'Assommoir, mais finalement tournés vers l'action, vers la lutte. Et je crois que c'est ce que Anzin lui a apporté. Le 21 février, premier jour de grève, il est descendu 7263 ouvriers. Le 22, 4625. Et aujourd'hui, 25 février 1884, 799. À l'origine du conflit, le licenciement des raccommodeurs. Ce sont de vieux ouvriers qui, n'ayant plus la vigueur nécessaire à l'abattage du charbon, se seront convertis dans l'entretien des voies. Désormais, c'est l'ouvrier mineur qui sera responsable de cette tâche. Comme il est payé à la berline de charbon abattu, cela équivaut à une perte de salaire. Les journaux, favorables de la compagnie, informent la France entière. La compagnie d'Anzin, pour une production de 2 200 000 tonnes, ou 5 fois plus que la compagnie de l'Escarpelle, emploie 1570 raccommodeurs, ou 60 fois plus que cette dernière. On voit par là combien cette organisation du raccommodage est défectueuse. Et la compagnie d'Anzin est-elle blâmable de vouloir la réformer? Ce qu'on peut lui reprocher légitimement, c'est de l'avoir conservée aussi longtemps. Les troupes ont été magnifiques de calme et d'ordre. Et pourtant, Dieu sait si nos aimables grévistes ont mis à l'épreuve la patience des bons gendarmes, des tourlourous et des cavaliers. On en aurait vu de belles vraiment vendredi, si la gendarmerie n'avait pas été là pour servir de rempart aux ouvriers sortant de la fosse Renard contre la rancune de 3 ou 4 000 échauffés qui venaient les assaillir. Au bout de 15 jours, 5 francs par mineur, 4 francs par herscheur et 2 francs par galibot. En comparant cet infime secours à la quinzaine que touche le mineur, on a une idée de la situation des grévistes. Chez les Maheu, la soirée fut affreuse. Tous se taisaient, assis devant le feu mourant où fumait la dernière pâtée d'escaillage. Après avoir vidé les matelas poignée à poignée, on s'était décidé l'avant-veille à vendre pour 3 francs le coucou. Et la pièce semblait nue et morte depuis que le tic-tac familier ne l'emplissait plus de son bruit. Maintenant, au milieu du buffet, il ne restait d'autre luxe que la boîte de carton rose, un ancien cadeau de Maheu auquel la Maheude tenait comme à un bijou. Les 2 bonnes chaises étaient parties. Le père Bonnemort et les enfants se serraient sur un vieux banc moussu rentré du jardin. Et le crépuscule, livide, qui tombait, semblait augmenter le froid. Apparaît à travers l'œuvre l'homme lui-même avec ses enthousiasmes et ses indignations. Cela me rappelle la définition qu'il avait donnée d'une œuvre d'art. Il disait qu'une œuvre d'art est un coin de la nature vu à travers un tempérament. Un coin de la nature, eh bien, c'est précisément la documentation que Zola recueille, rassemble ces enquêtes qu'il peut faire, et ensuite, il ne veut pas photographier purement et simplement, reproduire en une simple photographie ce qu'il a vu, il veut lui ajouter, il y ajoute sa note personnelle, son tempérament. Et le tempérament de Zola, c'est un tempérament lyrique, enthousiaste, et je lui dis souvent teinté d'indignation. Le lendemain, il est parti à la fosse Thiers, qui se trouve à Bruec,
C'est une fosse qui se trouve, mettons, à 5 km du centre de Valenciennes, à peu près. Et là, il a visité les installations et surtout, il a trouvé un site qui lui plaisait beaucoup, étant donné son projet de catastrophe finale qui était déjà dans sa tête avant. Il a trouvé une fosse dans un creux, au bord de l'Escaut, avec tout son terri, tout ce qu'il fallait, et un coron qui était au-dessus. Le coron surplombe la mine, si bien que la mine peut disparaître sans que le coron soit abîmé par la catastrophe. Il avait donc trouvé le site et il l'a spécifié dans mes notes sur Anzin, puisqu'il a dit « Ceci est le site géographique qui me convient et que je garderai. » Fostière, dans un creux à côté du canal qui s'étend à perte de vue, en ligne droite d'un côté, de l'autre une courbe. Ce que je veux prendre surtout, c'est la position topographique. La fosse, près du canal, dans un fond, tandis que le coron est bâti en haut d'une pente. Un canal, la rivière de la Scarpe canalisée. Du Voreux à Marchienne, ce canal allait droit. Un ruban d'argent mat de 2 lieues. Une avenue bordée de grands arbres, élevée au-dessus des bas terrains, filant à l'infini avec la perspective de ses berges vertes, de son eau pâle où glissait l'arrière vermillonné des péniches. Près de la fosse, il y avait un embarcadère, des bateaux amarraient que les berlines des passerelles emplissaient directement. Ensuite, le canal faisait un coude, coupait de biais les marais. Et toute l'âme de cette plaine rase paraissait être là, dans cette eau géométrique qui la traversait comme une grande route, charriant la houille et le fer. Du terri, ce qu'on voit. La masse des constructions du puits, un pont sur le canal, des péniches à bandes rouges et blanches dormant sur le clair. Sur la fosse, les constructions lourdes en briques, toits de zinc plat, constructions massives de corps rapprochés, accroupis, tapis comme une bête. Devant lui, il retrouvait bien le Voreux, dans un pli de terrain, avec ses bâtiments de bois et de briques, le criblage goudronné, le beffroi couvert d'ardoises, la salle de la machine et la haute cheminée d'un rouge pâle. Tout cela tassé, l'air mauvais. La forêt de Vandame à l'est bordait l'horizon de la ligne violâtre de ces arbres dépouillés. Et sous le ciel livide, dans le jour bas de cet après-midi d'hiver, il semblait que tout le noir du Voreux, toute la poussière volante de la houille se fût abattue sur la plaine, poudrant les arbres, sablant les routes, ensemençant la terre. Il faut bien dire que Renard est une fosse qui était moderne, qui avait la grosse machine qui permettait de descendre les câbles, etc. Et c'est un avantage d'ailleurs pour Zola, parce que Zola s'est trouvé descendre dans une cage comme on a continué à descendre. C'est bien que sa fosse est intemporelle. Au jour, quand on voit, sensation d'enfoncement, de fuite sous vous par la disparition des objets. Les objets autour de lui s'envolèrent, tandis qu'il éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Lui, par moments, se demandait s'il descendait ou s'il montait. Montons, descendons. Il y avait comme des Par moments, il immobilités quand semble la qu'on cage monte. filait droit sans Il y toucher a au comme vide. des immobilités quand la Et de cage brusques file droit, trépidations sans se toucher au vide. produisaient ensuite. Puis,
de légères Une sorte de dansement dans les madriers qui lui donnait la peur de la catastrophe. On ne voit absolument rien, Du pas reste, même il ne le pouvait cuvelage. distinguer les parois du puits. On ne voit que les guides lorsqu'on les éclaire. Étienne avec se une demandait justement quel était ce bruit d'averse. Quelques grosses gouttes avaient d'abord donné sur le toit de la cage, comme au début d'une lampe. La ondée, pluie commence à une et certaine maintenant la pluie profondeur. augmentait, d'abord ruisselait, faible, se changeait en augmentant. véritable déluge. C'est un ruissellement d'averse qui s'accroît jusqu'au fond et dont on reçoit des éclaboussures. Sans doute la toiture était trouée, car un filet d'eau coulant sur son épaule le trempait jusqu'à la chair. Enfin, on est au fond. Lorsque la cage s'arrête par s'arrêta ses au verrous. fond, à 554 mètres, il s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste 1 minute. Mais le bruit des verrous qui se fixaient, la sensation sous lui de cette solidité, l'égaya brusquement. Il est certain qu'Étienne, au moins dans le début, peut-être pas dans la suite du roman, mais dans le début, représente tout à fait le regard de Zola qui découvre le monde de la mine. Quand les personnages descendent dans la mine, là, ce sont véritablement les sensations de Zola quand il est descendu dans le puits de la Fosse Renard. Et puis, il y a surtout ce qu'on a souvent observé chez Zola, cette sorte de grandissement de la réalité, cette animation de la réalité, ce qu'on a pu appeler la dimension épique ou mythique de Zola. La poésie de Germinal, c'est la poésie de l'inanimé, c'est tout d'un coup ce monstre qui s'appelle le Voreux et qui dévore les hommes. C'est peut-être aussi la fin qui est magnifique, c'est-à-dire eh bien l'espoir final, l'espoir de Germinal. Mais Étienne, quittant le chemin de Vandame, débouchait sur le pavé. En face, il avait les décombres du Voreux, puis c'étaient les autres fosses à l'horizon. La Victoire, Saint-Thomas, Feutry-Cantel. Et sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des rivelaines continuaient. Les camarades étaient tous là, ils les entendaient le suivre à chaque enjambée. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Au rayon enflammé de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. Le lundi 3 mars 1884, Zola rentre à Paris et commence à écrire le roman Germinal. Le travail va son petit train, un travail de chien, comme je n'en ai pas encore eu pour un roman. Et cela, sans grand espoir d'être récompensé. C'est un de ces livres qu'on fait pour soi, pour sa conscience. Le 23 janvier 1885, Zola met un point final à son travail d'écriture. La convergence du sujet, de son traitement, des événements d'actualité, du nom de Zola, allait faire de Germinal un acte de répercussion morale, sociale et politique difficilement calculable. Loué par les uns, il est haï des autres. L'équilibre entre l'engagement politique et l'ambiguïté d'un travail d'écriture est toujours précaire. Partout, les organes socialistes demandaient l'autorisation de reproduire Germinal en feuilleton. Prenez Germinal et reproduisez-le. Je ne vous demande rien, puisque votre journal est pauvre et que vous défendez les misérables. Le 29 septembre 1902, Émile Zola, journaliste, écrivain et homme de cœur, meurt d'asphyxie dans son appartement parisien. Le 5 octobre, une délégation des ouvriers mineurs de Denain prend le train de Valenciennes à Paris. Ils vont accompagner Zola dans son dernier voyage. Peut-être ont-ils à l'esprit le discours du député socialiste Clovis Hugues.
Il y a des livres de M. Émile Zola que je n'ai pas défendus. Et celui-ci, Germinal, je le défendrai, ici, ailleurs, partout je le défendrai chaleureusement. Parce que dans ce livre, M. Zola, en abordant une seconde fois la question sociale, conclut non comme l'a fait M. Victor Hugo dans ses Misérables, par la charité, mais par la justice. Germinal.